moyens et embêter les petits qui arriveront après. Les grands, eux, sont les rois, mais ils ne savent pas ce qui les attend l'année suivante. L'année prochaine, ils seront à nouveau les petits. D'ailleurs, tout rois qu'ils sont, ils ne sont pas autorisés à aller dans la cour d'à côté, beaucoup trop dangereux. Il y a les CP, les CE1 et les CE2. Là-bas, c'est la même chose. Ça recommence, sur 3 niveaux aussi. Je les ai observés de loin. Vraiment pas très compliqué à comprendre. J'ai vu des documentaires à la télé. Chez les animaux, c'est pareil, sauf qu'ils s'entre-dévorent. Ça s'appelle la chaîne alimentaire. Et les maîtres qui discutent tranquillement dans un coin de la cour, ils voudraient que j'aille me mêler à tout ça? Non. Je n'ai ni le temps, ni l'envie, ni l'énergie d'aller jouer avec des petits camarades. Ça ne sert à rien. Une fois, je me suis dit que ce serait intéressant de faire autrement. Je suis maintenant un grand. Je pourrais m'associer avec les petits, les regrouper et en faire une armée de résistance face aux moyens et aux grands, qui deviennent de plus en plus idiots et incontrôlables. On attendrait qu'ils se dispersent. De toute façon, ils ne se déplacent jamais par groupe de plus de 4 ou 5. Juste des petites bandes sans envergure, ni organisation. J'ai repéré les clans. Je sais exactement qui s'aime bien et qui ne s'aime pas. Je ne connais pas tous les noms, mais je me souviens de leur visage. Ils sont tous fichés dans mon esprit, sur des petites fiches Bristol, exactement comme celles qu'on utilise en classe. Avec les petits, j'organiserai mes troupes. Je nommerai des chefs, des sous-chefs. Je connais par cœur les grades de l'armée. C'est mon grand frère, pilote d'avion de chasse, qui me les a énumérés. Je lui ai même demandé de me les écrire sur une feuille de papier. Pour gagner, il faut de la rage, mais pas de précipitation. Après avoir élaboré un plan d'état-major, on attaquerait l'ennemi par surprise. Mais attention, discrètement et par petites vagues. J'ai déjà noté les endroits de la cour où l'on peut tendre des embuscades sans se faire repérer par les maîtres. On utiliserait des appâts pour attirer l'ennemi. Il y a des morceaux de bois dans la cour, il y a des stylos et des règles, tout ce qu'il faut pour se fabriquer des armes. Je l'ai vu dans la guerre des boutons. À plusieurs, on peut aussi prendre un grand pour taper sur un moyen ou l'inverse. On les éradiquerait petit à petit, on les emprisonnerait, et les moins bêtes finiraient par rallier notre cause. Il pourrait aussi y avoir des espions dans le camp adverse. On simule une évasion, le faux évadé rejoint le camp ennemi et nous donne des informations. Mais gare aux agents doubles. Cependant, je suis convaincu que ces agents n'auraient pas grand-chose à nous apprendre, vu que ces sales gosses sont incapables de la moindre stratégie dès qu'ils sont plus de 3. Ça aussi, je l'observe. Et attention, ne jamais sous-estimer son ennemi. Tous les bons guerriers vous le diront. Rien que pour en arriver là, et sans que ça se voie, il y en a au moins pour des mois, peut-être même de quoi s'occuper toute l'année. Sans compter qu'il faudrait régler ensuite la question des CP, des CE1 et des CE2. Plus coriace parce que plus grand, mais pas vraiment stratège non plus. Je les ai observés aussi. Mais pour en savoir plus, il faudrait que je lance un travail d'espionnage approfondi à leur sujet, tout en menant parallèlement la guerre des maternelles afin de gagner du temps. Leur cours est plus grand. J'ai donc spécialement imaginé pour eux une stratégie d'attaque avec des vélos et de grandes tiges en bois, façon tournoi du Moyen-Âge. Rapide, efficace, nous dirons rien venir. Je ne sais pas faire de vélo. Mais les autres savent. De toute manière, je ne peux pas prendre le risque inconsidéré de m'exposer au combat. Juste un peu au début pour motiver les troupes, mais c'est tout. La parade, d'accord. La craindrie au risque de tout perdre, non. Je dois rester sous bonne garde, avec une escorte d'élite, afin de commander les opérations en toute tranquillité, car sans moi, ils n'auront plus de tête. Finalement, après la victoire totale, tous les élèves de l'école seront derrière moi. Ce sera mon armée. Ensuite, il n'y aura plus qu'à s'occuper des maîtres. Ils sont grands, mais si on les attaque tous à la fois et par surprise, ils ne pourront rien faire. Quand ce sera le bon moment, je lancerai le signal. Il faut frapper quand ils sont regroupés, pendant la récréation, pour qu'aucun d'entre eux n'ait le temps de sortir de la cour. Certains de mes soldats garderont les issues pendant que l'attaque finale est jusqu'à la victoire. Après avoir vaillamment remporté de nombre de batailles, voici que nous aurons gagné la guerre. Là, je deviendrai le général en chef de l'école. Mais ce n'est pas fini. Après l'école, ce sera la France. Et après la France, le monde. Et ensuite, l'univers. Voilà comment on peut gagner une guerre contre les grands et les très grands avec le ralliement des petits. Alors, vous voulez vraiment que j'aille jouer avec mes camarades? Ou vous préférez que je reste le plus sage de l'école, avec mon 10 sur 10 en conduite? Leur jeu ne me laisse pas d'autre choix que de devenir un dictateur.
Ce sera comme ça aussi après l'école. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire, car je ne vous montre pas mes yeux. Mais je vous préviens, si jamais je joue, ce sera avec mes règles. Attaquer un petit toute seule dans un coin sans aucune raison, ça ne m'intéresse pas. Je déteste les enfants, ainsi que leurs jeux violents et dénués de sens. Aucun intérêt, nul. D'ailleurs, je me déteste moi-même. Les autres bougent tout le temps, ils ne pensent qu'à crier, ils ne veulent rien savoir de la Terre et du cosmos. Tant pis pour eux. Et pourtant, il paraît que c'est moi qui ai un problème. Mon problème, c'est vous. Bonsoir, bienvenue à cette fête de la neurodiversité. Gérez la technique, 2 secondes s'il vous plaît. Bienvenue à la dyslexie et à tous les 10. Bienvenue à l'autisme. Bienvenue aux zèbres et autres hauts potentiels. Bienvenue au TDAH. Bienvenue au TSA. Bienvenue aux ASPI. Bienvenue au cerveau neurotypique. Aujourd'hui, c'est votre moment. C'est la fête de la neurodiversité et des intelligences atypiques. Je m'appelle Claire Stride et je suis heureuse d'être votre hôtesse pour la soirée, ici à Lyon. Je vais être aussi la gardienne du temps. Je vais faire mon mieux. Qu'est-ce que la neurodiversité? Pourquoi décider d'en faire une fête? Est-ce une occasion de plus pour se différencier? Oui, ça on aime bien, c'est notre truc. Mais pas seulement. La neurodiversité, c'est la considération des différents fonctionnements cognitifs neuronaux, la prise en compte de tous les cerveaux sans exception, équitablement, dans l'accueil de leur spécificité. Le mot neurodiversité est encore peu utilisé en France. Il vient du mot anglais neurodiversity, qui a été choisi en fait par plusieurs regroupements d'autistes et d'ASPI, comme on dit, toutes les personnes du spectre de l'autisme, pour se rassembler. On commence à l'utiliser en France. Vous savez, nous, il nous faut toujours un petit peu de temps pour faire comme les Américains, en général 20 ans. La neurodiversité comme mouvement est née au Québec et est portée par Mélanie Ouimet et son conjoint Alexandre Lapointe. Alors pourquoi sommes-nous là aujourd'hui? Parce qu'une jeune femme, un peu perchée, il faut bien le dire, auteure, enseignante, comédienne, doctorante, maman d'une tribu de 4 zèbres, qui porte elle-même aussi de très jolies rayures, a voulu importer le modèle québécois. Il s'agit de Juliette Speranza. Elle vient de Dijon, et à Dijon, il doit y avoir un truc là-bas. Elle avait des amis, dont Hugo Oriot, que vous venez d'écouter, dans l'extrait de la lecture de L'Empereur, c'est moi. Donc elle était avec Hugo, qui avait des amis, ils en avaient plein, tous les deux, et puis ils ont parlé autour d'eux de cette idée de monter un mouvement sur la neurodiversité. Et en quelques mois, nous étions plusieurs à être convaincus de la nécessité de porter au niveau national, voire européen, la question de la reconnaissance de la neurodiversité. Autour de Juliette se sont réunis Charlotte Barzijagla, Perrine Sonneville, Béatrice Sauvageau, Hugo Oriot, Carla Schiappa-Burdey et moi-même. C'est avec une vive émotion que nous lançons ce soir officiellement l'Association de la neurodiversité France, ici, à Lyon. Le 30 septembre, c'est la journée mondiale de la neurodiversité.
Donc nous, on s'est dit qu'on allait célébrer ça dignement. Et pour célébrer, ben, qu'est-ce qu'on fait? On fait une fête. Et on fait la fête le week-end. Donc on s'est dit, ben voilà, le week-end après le 30 septembre, on va inaugurer la fête de la neurodiversité. Et ça tombe aujourd'hui. Au programme de cette soirée, des lectures, 2 tables rondes, une sur la thématique de l'emploi, une autre sur la thématique de l'éducation, des témoignages, une visio, croise les doigts pour que ça fonctionne, avec Béatrice Sauvageau et Louis de Nassau, un échange convivial avec les intervenants à la fin. Nous commençons déjà par nos actions, notre présence, à faire évoluer les choses. Nous sommes en même temps en direct sur YouTube, on va faire notre possible pour que ça fonctionne. Si vous avez des questions à nous poser, on essaiera d'y répondre à la fin de cette présentation. Pour venir ici, j'ai pris un avion. J'ai bien à Toulouse. Et hier, à l'aéroport, j'ai été interpellée par ce magazine. Je pense que vous connaissez, Courrier International, Atlas, des inégalités. Forcément, j'ai sauté dessus. Qu'est-ce que j'ai trouvé dedans? On parle de ressources, de nombre de toilettes dans le monde, intéressant, je vous passerai les pages. On parle de smartphones, on parle d'école pour les LGBT, de résistance. Pas un mot, pas un article sur la notion de handicap. Rien, bien évidemment, sur la neuroatypicité. Pas encore. Il va falloir qu'on y travaille. Nous représentons pourtant près de 25% de la population. Ça veut dire que tout le monde est concerné. La neurodiversité englobe chacun et chacune. Donc à nous de faire changer le regard de la société sur les atypicités. À propos de regard, j'ai appris quelque chose il y a quelques jours. Est-ce que vous savez comment on exprime, comment on symbolise le mot autisme en langue des signes? Je vous montre. J'ai pas ri. Quand je l'ai vu, ça m'a fait mal. Quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est ça, c'est comme ça qu'on va représenter l'autisme. Je vous cache pas que j'ai été chamboulée, véritablement. Et je me suis posé la question, mais entre nous, qui a le regard obstrué? Qui ne veut pas voir? Les autistes ou la société? Nous sommes là pour mettre de la lumière sur l'obscurantisme et les préjugés. Merci d'y contribuer. Je vous souhaite une excellente soirée pour cette première fête de la neurodiversité.